Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, la guerre en Iran marque une pause fragile, conditionnelle et déjà contestée. En Suisse, J.D. Vance a quitté Lucerne hier avec une formule prudente. Les entretiens avec Téhéran ont posé de bonnes bases pour un accord final. Le Brent a répondu, moins 3,2% en une séance à 77,52$ le baril. 2 mois de prime de guerre en train de s'évaporer. Les marchés croient à la désescalade, ou veulent y croire en tout cas. Mais 3 signaux viennent tempérer cet optimisme ce matin. Israël refuse toujours de se retirer du sud du Liban malgré le cessez-le-feu avec le Hezbollah et Benjamin Netanyahou revendique publiquement une totale liberté d'action sur le terrain. L'Iran a posé la fin de ses combats comme condition préalable à tout accord global. Ces deux positions ne sont pas encore compatibles et pendant ce temps, le Pentagone vient de présenter la facture au Congrès, 80 milliards de dollars pour couvrir le coût de la guerre, un chiffre en hausse constante dans un contexte politique où ni les démocrates ni tous les républicains ne sont prêts à signer. Ce matin, l'accord tient sur le papier, le détroit s'en trouve, 60 jours de négociations commencent sur le nucléaire iranien, sur le Liban, sur les avoirs gelés, sur les garanties que personne ne peut encore contraindre. Une fenêtre s'est ouverte, nous allons regarder ensemble ce qui se cache derrière. Genève, lundi 22 juin. J.D. Vance quitte la Suisse avec une formule soigneusement pesée. Les entretiens avec les responsables iraniens ont créé de très solides bases pour un accord final. Ni victoire, ni impasse. Une base. Le mot est diplomatique. Il dit l'essentiel sans rien promettre. Les faits, structurant d'abord. L'accord intérimaire signé la semaine dernière ouvre une fenêtre de 60 jours pour négocier sur le fond. Le Trésor américain a accordé hier une licence d'urgence de même durée, c'est-à-dire jusqu'au 21 août, levant les sanctions sur le pétrole iranien, production, vente, livraison de brut et de pétrochimiques, transactions bancaires, assurances et transport. Le pétrole iranien peut désormais être importé directement aux États-Unis, une première depuis des décennies. Les réseaux complexes que Téhéran utilisait pour contourner l'embargo deviennent subitement inutiles. Dans le détroit, le mouvement reprend. 71 transits confirmés ce week-end, dont 35 samedi, contre 100 à 130 navires par jour avant le 28 février. La route principale reste minée. Les pétroliers longent les côtes iraniennes au nord, omanaises au sud. La réouverture est partielle, elle est réelle. Le Brent a répondu, moins 3,2% en une séance. 2 mois de prime de guerre en train de s'évaporer, mais les mêmes négociations produisent déjà 2 comptes rendus incompatibles et c'est le signal d'alarme de la matinée. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent affirme qu'en échange de la dérogation de 60 jours, Téhéran s'est engagé à maintenir le détroit ouvert et à autoriser le retour des inspecteurs nucléaires de l'AIEA. Vance va plus loin. Il s'attend à ce que le processus commence au plus tôt cette semaine, des discussions pouvant avoir lieu dès aujourd'hui, a-t-il précisé. Donald Trump, lui, publie sur les réseaux sociaux que l'Iran acceptera des inspections majeures de ses armes. Téhéran dément frontalement. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismaël Baqi, est explicite. L'Iran n'a pris aucun nouvel engagement concernant les inspecteurs nucléaires. Toute interaction avec l'AIEA se déroulerait conformément aux procédures existantes, formulation qui n'engage à rien de nouveau. L'AIEA n'a pour le moment pas commenté. Ces derniers inspecteurs avaient, je vous le rappelle, quitté l'Iran le mois dernier après la suspension de leur accès aux sites bombardés pendant la guerre. Et ce n'est pas la seule divergence. J.D. Vance annonce que Téhéran achètera du soja, du blé et du maïs américain avec les fonds dégelés. Le mémorandum stipule que la Banque centrale iranienne désignera elle-même les bénéficiaires. Son gouverneur est sans ambiguïté. Il n'y a aucune obligation d'acheter des intrants agricoles aux États-Unis. 2 lectures d'un même texte, 2 narrations construites pour des audiences nationales différentes. Électorat agricole du Midwest d'un côté, opinion publique iranienne de l'autre. La tension était suffisamment palpable pour que les négociations faillissent s'effondrer dimanche. Trump avait posté sur Truth Social qu'il pourrait frapper très durement l'Iran à nouveau. La délégation iranienne a menacé de quitter la table. J.D. Vance a éteint l'incendie en expliquant aux négociateurs que Trump répondait simplement à des propos injurieux iraniens. Hier, depuis le bureau ovale, Donald Trump a remis une pièce. Si l'Iran ne respecte pas son accord, je ferai ce qui est nécessaire, a-t-il dit. Les négociateurs en chef
sont partis, les équipes techniques restent sur place, des groupes de travail vont être constitués sur les dossiers du nucléaire, des sanctions, de la reconstruction. Une ligne de communication directe a été établie pour sécuriser le trafic dans le détroit. 60 jours pour transformer une base en accord. Le premier test, s'entendre sur ce qui a déjà été dit. Le cessez-le-feu tient, Israël, lui, reste. Hier, le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar a tranché sur les réseaux sociaux, je le cite, « Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité ». 10 kilomètres de territoire libanais, des unités blindées déployées, des opérations de ratissage en cours et l'intention explicite de maintenir cette présence après le cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a enfoncé le clou dans une déclaration vidéo. Les forces israéliennes au sud Liban conservent une totale liberté d'action pour éliminer les menaces directes. Et ce n'est pas une nuance, c'est une ligne rouge posée en plein milieu des négociations de Lucerne. L'accord intérimaire États-Unis-Iran prévoit, je vous le rappelle, un mécanisme de surveillance des violations du cessez-le-feu avec Washington, Téhéran, Beyrouth, Doha et Islamabad autour de la table. Ni Israël ni le Hezbollah n'ont signé. Netanyahou redoute précisément que ce dispositif restreigne ses marges de manœuvre futures au Liban. Sa réponse, les affirmer publiquement avant même que le mécanisme soit opérationnel. Le contexte militaire aggrave l'équation. Le 19 juin dernier, un char israélien a sauté dans le sud du Liban. 4 morts, dont un commandant de bataillon. Israël a répliqué par des frappes aériennes massives, puis une opération terrestre pour encercler ce qui serait le quartier général sud du Hezbollah. Depuis le 20 juin dernier, les règles d'engagement ont été durcies. Toute opération offensive requiert désormais l'aval de la hiérarchie. La bride est resserrée, mais le chien est toujours en laisse sur le sol libanais. L'Iran a posé la fin des combats au Liban comme condition préalable à tout accord global. Hier soir, la FINUL n'avait détecté aucun tir depuis 24 heures. Le cessez-le-feu tenait de justesse et sous condition. Israël vient de préciser lesquelles. La guerre coûte. Le chiffre est désormais officiel, ou presque. Le Pentagone a informé les sénateurs la semaine dernière qu'il avait besoin d'environ 80 milliards de dollars supplémentaires, principalement pour couvrir le coût de la guerre contre l'Iran. Aucune demande formelle n'a encore été transmise au Congrès, mais le secrétaire adjoint à la Défense, Stephen Feinberg, a déjà fait le tour des commissions. Pete Hegseth, lui, déambulait dans les couloirs du Capitole hier soir en refusant de répondre aux journalistes. Les chiffres racontent, eux, leur propre histoire. En janvier, le Pentagone estimait le coût à 200 milliards de dollars. En mai, Hegseth présentait 29 milliards au Congrès, uniquement munitions et matériel, sans les sites militaires endommagés dans la région. Aujourd'hui, c'est 80 milliards. La trajectoire est ascendante et le sénateur démocrate Brian Schwartz estime que le montant réel sera bien supérieur. Le contexte politique est explosif. La Maison-Blanche réclame par ailleurs 1500 milliards de dollars pour le Pentagone sur l'année, une augmentation de 50% par rapport au budget en cours. Les démocrates bloquent. Vous dépensez l'argent, disent-ils, durement gagné par les familles pour une guerre à laquelle beaucoup s'opposent fermement, précise la sénatrice Patty Murray. Même côté républicain, le consensus est mince. Le sénateur Jim Banks assume la ligne la plus honnête. Pour moi, dit-il, il s'agit moins de la guerre que des stocks d'armes et d'emplois industriels en Indiana. Pete Hegseth, lui, avait tranché lors de son audition sénatoriale avec une question rhétorique. Quel est le coût pour l'Iran d'obtenir une arme nucléaire ? La réponse n'est pas dans les 80 milliards, elle est dans les 60 jours de négociations qui viennent de commencer. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et c'est les PMI qui driveront la séance du jour. On attend les PMI manufacturiers et services en France, le PMI manufacturier en Allemagne et celui des services et du manufacturier pour les États-Unis. C'est tout à l'heure à 15h45. Attardons-nous maintenant un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète et les marchés européens ont évolué sans tendance marquée, les investisseurs restant en attente de nouveaux développements sur les négociations entre Washington et Téhéran. Londres a progressé de 0,72%, soutenu par le secteur bancaire, tandis que Francfort a gagné 0,62%. À l'inverse, le CAC 40 a reculé de 0,25%, pénalisé
par le repli des valeurs du luxe, tout comme la bourse de Milan, qui a cédé 0,1%. En l'absence de catalyseur majeur, les marchés restent suspendus aux évolutions géopolitiques, principal facteur de direction à court terme. À Wall Street, la séance est restée contrastée, marquée par un repli des valeurs techno malgré la poursuite des discussions entre Washington et Téhéran. Le Dow Jones a progressé de 0,29%, tandis que le S&P 500 a cédé 0,37% et le Nasdaq 1,32%. Les investisseurs ont réduit leurs expositions aux méga capitalisations sur fond d'interrogations croissantes autour des dépenses massives engagées dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Le marché attend désormais les résultats de Micron, perçus comme un test important pour mesurer la solidité actuelle de la dynamique autour de l'intelligence artificielle. Enfin, sur le marché pétrolier, la détente s'est poursuivie hier, lundi, portée par les avancées diplomatiques entre Washington et Téhéran. Le Brent a chuté de 3,3% à 77,90 $, tandis que son homologue américain, le WTI, a reculé de 2,3%. La suspension temporaire des sanctions américaines sur le pétrole iranien et la reprise progressive du trafic dans le détroit d'Ormuz alimentent les anticipations d'un retour plus rapide de l'offre mondiale. Dans un marché encore marqué par une demande atone, cette perspective accentue la pression baissière sur les prix malgré des stocks stratégiques mondiaux toujours fragilisés. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 23 juin 2026 et juste après, comme annoncé, nous retrouverons Mathieu Serron et sa rubrique. À tout de suite.